Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom avec Paul Quadens. Bonjour monsieur. Bonjour. Paul Quadens, artiste, designer, sculpteur passionné de philosophie et vu publier cet ouvrage chez les impliqués éditeurs, Philosophie de la soustraction pour une vie de liberté et d'épanouissement dans la soustraction des biens contre le dogme de la soumission à la société de l'addition. C'est un essai philosophique, Paul Quadens, alors où vous dénoncez l'asservissement à la société de marché qui s'est substitué au pouvoir politique, dites-vous, et qui a tout transformé en marchandise. Alors, quelle est l'emprise exacte du marché sur nos consciences ? Alors, on parle de réification, c'est-à-dire la transformation de toute chose en objet, en marchandise. C'est ça qui se passe depuis, on va dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, certainement. L'industrie a pris le pouvoir, l'industrie gère tout, l'industrie est en faillite, en déliquescence. Elle doit absolument vendre de plus en plus de choses et d'objets à de plus en plus de gens, les renouveler de plus en plus souvent si possible. L'obsolescence programmée. Entre autres, obsolescence programmée, mais évidemment, les nouvelles technologies, les modifications de technologie, l'électrique, l'éolien, tout ça sont des choses qui sont des produits, des marchandises qui viennent en compensation d'une industrie qui va très mal. Mais les gens vont vous dire, Paul Quadens, que nous sommes libres, n'est-ce pas ? Nous vivons dans une société de liberté. Il n'y a aucun problème. La société va nous maintenir dans cette illusion de liberté, puisqu'elle va nous fournir tous les éléments qui vont nous faire croire que nous sommes libres. Encadrée dans le marché, cette liberté. Encadrée dans le marché, puisque rien ne pourra en sortir. Quand on fait un burn-out parce qu'on travaille trop, il n'y a pas de problème, la société l'a prévu. Elle va nous mettre en congé, elle va nous donner une série de médicaments, elle va ouvrir une petite soupape pour que nous revenions travailler le plus vite possible et dans la meilleure santé possible. C'est pareil pour les vacances, c'est pareil pour toute une série de choses que la société organise plutôt que ne laisse faire, parce que là, ce serait le vrai chaos. Notre santé et notre solvabilité sont ce qui intéresse nos dirigeants. Oui, nos dirigeants veulent des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien. Ils veulent certainement que de plus en plus de monde se mette au travail. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas... Les femmes, à partir des années 60... Voilà, donc... En tant que salariés, les femmes ont toujours travaillé. Bien sûr, les femmes ont toujours travaillé, mais à l'époque, juste après-guerre, je veux dire, une famille, il y avait l'homme qui allait au travail et il nourrissait sa famille sans problème. Sa femme et ses 2 ou 3 enfants. Puis après, ça a évidemment changé. La crise des années 70 est arrivée. Et en 76, on a vu le MLF, je ne sais pas si vous avez connu ça, Mouvement de libération de la femme, qui est arrivé avec notamment les lois pour l'avortement, etc., de Simone Veil, etc., qui ont fait qu'on a mis les femmes au travail en leur donnant l'impression de les libérer. En réalité, on les a simplement mis au travail. Et c'est Karl Marx qui explique aussi que la femme a été mise au travail essentiellement parce qu'elle est moins révolutionnaire que l'homme. Elle est plus organisée, plus sage, elle fédère, la femme est plus douce et elle fait vraiment du bien dans une entreprise. Donc c'est une des bonnes raisons aussi pour la faire travailler, la femme. Et vous dites aussi que cette société du marché nous maintient dans un état d'urgence. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, c'est-à-dire que comme la production va mal, comme l'industrie va mal, elle doit profiter, elle doit optimiser chacun de ses acteurs. Donc chacun de ces acteurs va être poussé au maximum de ses limites, juste avant qu'il n'éclate, juste avant qu'il ne pète une tige, jusqu'avant qu'il ne parte à l'hôpital en hôpital psychiatrique. Donc il faut aller jusqu'au bout, donc il y a cette urgence et cette pression qui est maintenue. Ces gens qui nous disent « je n'ai pas le temps », qu'est-ce que ça vous dit de l'état de la société, de l'état mental des gens ? La sémantique est vraiment très éclairante là-dessus. Il y a toute une série d'expressions qui, en fait, si on y réfléchit 2 minutes, ne veulent strictement rien dire d'intéressant. Par exemple, j'ai besoin... j'ai pas le temps, ou j'ai besoin de vacances. Non, tu n'as pas besoin de vacances. En fait, tu veux prendre des vacances, tu as le désir des vacances, mais les besoins de base de l'homme sont très simples. Manger, boire, dormir, se reproduire. Se vêtir. Et se vêtir. Et voilà, ça s'arrête là. Tout le reste, c'est fantasme et luxe et tout ça a été rajouté par la société après, qui a profité des besoins créés volontairement pour donner envie au peuple de suivre ses besoins, pour leur vendre un maximum de marchandises, évidemment.
Ça, c'est le pendant de la société totalitaire communiste qui a aussi ses défauts, mais c'est le pendant de ça, c'est la vision capitaliste. Dans le libéralisme, c'est ça, oui. On va vous faire rêver de toutes ces choses que vous pouvez avoir grâce à votre travail, grâce au marché. Voilà. Et à chaque moment où il y aura un manque, où il y aura quelque chose qui va s'essouffler ou qui se vendra moins, qui aura moins de succès, qui va se démoder par exemple, on va arriver avec autre chose qui va le remplacer, qui va prendre le relais. Et on fera comprendre que c'est moderne, c'est nouveau, c'est le progrès. C'est ce que nous vend Apple avec un nouveau téléphone chaque année. Évidemment. Qui aurait dit, dans les années... moi, j'ai eu mon premier GSM en 94, si je me souviens bien, mon vieux Nokia. J'étais un des premiers à mettre de l'argent pour acheter un téléphone. Aujourd'hui, on est tous avec un budget de 1 millier d'euros presque tous les 2 ans pour s'en acheter un nouveau, quoi. Donc, c'est vraiment un gros changement, oui. La pauvreté, la misère, l'abandon... La solitude, dites-vous, toutes ces notions sont des inventions du profit. Dans quel but ceci ? Alors, l'industrie ne peut pas satisfaire tout le monde, évidemment. Il y a toujours des gens, il y a toujours une lutte des classes, évidemment, qui est là depuis le tout début. Donc, il y a des gens, évidemment, plus pauvres, il y a des gens plus riches, il y a des classes qui doivent s'équilibrer. Alors, on essaie au maximum de limiter la casse et d'avoir le moins de délinquance possible. C'est une évidence, mais en attendant, il y en aura toujours. C'est de nouveau cette limite qui est recherchée, en fait, comme ça, jusqu'à ce que ça déborde, jusqu'à ce que les gens descendent dans la rue. Ils s'arrêtent juste à temps, juste avant, pour éviter les gros problèmes. Tout ça est calculé, pas consciemment et intelligemment de la part des dirigeants. Je ne dis absolument pas ça. Je dis que c'est organique. Ça se fait tout seul, en fait. La production... C'est le système qui fonctionne ainsi. Voilà. Donc, l'homme a créé un système industriel qu'il a lancé depuis les premiers stocks du néolithique jusqu'à nos jours, avec la super-industrie. Mais en fait, il a créé un monstre organique qui avance tout seul. Il n'y a pas de responsable là derrière, en fait. Il y a l'industrie qui, elle, dirige le monde et qui installe des responsables comme elle le peut et qui les remplace comme elle le peut en essayant d'éviter des débordements de la population. Mais dites-vous, la solitude, pourquoi est-ce une souffrance ? Pourquoi les gens ont peur d'être seuls ? Alors, les gens ont tellement peur d'être seuls, on les incite à cette peur. Donc, les peurs, selon moi, dont la solitude fait partie, sont des mécanismes aussi installés inconsciemment par le système de l'industrie, qui fait qu'on ne peut pas vivre seul. Seul, on dépense moins d'argent. Seul, on voyage beaucoup moins. Seul, on lit un peu plus. On s'instruit un peu plus. On est un mauvais client, seul. On est un très mauvais client. Ah oui, non, les solitaires sont soit à la rue, soit des chefs d'entreprise éventuellement, mais entre les deux, c'est pas évident. Il vaut mieux, évidemment, qu'ils soient occupés, qu'ils soient en famille. En famille, on se tait, on est calme. Avec femme et enfants, on s'occupe de sa femme et de ses enfants, et on a une vie de famille. C'est idéal pour le commerce. Même socialement, les solitaires, les seuls sont souvent un peu mis de côté. C'est un peu des parias, quoi. Voilà, quand je pense à Schopenhauer, par exemple, qui a vécu sa vie seul, qui n'arrêtait pas de dire justement que la solitude était la chose et que c'est seul que l'on pouvait avancer et qu'on avançait vers la mort inéluctablement. Alors pourquoi s'encombrer ? Il vivait seul avec son chien, il est mort seul avec son chien. Et voilà, il a eu pendant toute sa vie bien le temps de réfléchir et de comprendre un maximum de choses. Et en gros, tous les penseurs, tous les philosophes que je connais, ce sont des gens qui ont vécu plus ou moins seuls, en tout cas. De toute façon, nous sommes seuls, nous naissons seuls, nous sommes face à nos responsabilités seuls et nous mourrons seuls. Nous mourrons seuls. J'ai un ami qui me disait, de toute façon, moi, je ne finirai pas seul. Et je lui dis, écoute, cher ami, tu finiras seul parce que nous finissons tous seuls. C'est notre état de base. C'est beaucoup plus intéressant et bien meilleur pour la santé intellectuelle de l'assumer, de le savoir et d'arriver à s'occuper, à progresser dans la vie, à évoluer, à apprendre, à être curieux, à connaître des choses, plutôt que de passer son temps à discuter de la pluie et du beau temps avec quelqu'un qu'on voit tous les jours. Néanmoins, cette société du marché, vous dites qu'elle est en pleine autodestruction, que le capital connaît sa crise terminale. Alors comment ça se manifeste, ce phénomène ? Il y a beaucoup de théories sur ce phénomène-là, mais en gros, si on revient à Marx, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique en vitesse, il y a une baisse tendancielle du taux de profit dans l'industrie, quelque chose qui est endémique à l'industrie, à la production automatique, par les robots, par les machines, par les ordinateurs, par tout ce qu'on veut. Qui fait que les robots ne produisent pas de valeur, il n'y a que la main-d'œuvre humaine qui produise de la valeur. Donc les robots ne produisent pas de valeur, ce qui fait que chaque industrie qui s'équipe de robots a une petite perte
de valeur ajoutée chaque fois qu'elle achète une machine, un robot. Elle doit non seulement la payer, en plus la machine s'use et finira à la casse. Et pendant ce temps-là, l'usine, qu'est-ce qu'elle doit faire? Produire de plus en plus, de moins en moins cher. Et comme il n'y a pas de main-d'œuvre spécifique, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a plus de savoir-faire, le voisin va s'équiper des mêmes machines, un peu plus performantes, et va encore plus imprimer cette concurrence effrénée. Ce qui fait que, à la fin, qu'est-ce qu'on constate? De plus en plus de marchandises, renouvelées de plus en plus souvent. Et si ça ne passe pas par la séduction, la mode, le plaisir, le désir, ça passera par l'obligation. Et c'est ce qui se passe avec nos voitures électriques, avec les éoliennes, avec les panneaux solaires, avec l'isolation des maisons. De plus en plus de marchandises, mais aussi, dites-vous, de plus en plus de chiffres que l'on installe partout dans l'espace public qui ont pris la place des lettres. Vous dites que ces chiffres ne sont pas le reflet de la réalité sensible, qu'ils ne nous sont présentés que pour nous effrayer. Nous sommes des êtres du logos, donc on est de la parole, de la raison. Au commencement était le verbe. Voilà, nous sommes là pour échanger, pour discuter. On ne va pas revenir sur Socrate et sa maïotique, mais Socrate, dans l'agora athénien, utilisait la maïotique, qui est le maïoticien, c'est l'homme qui accouche les enfants. Donc, en plus, sa mère était maïoticienne. Donc, son concept est là, de dire, vas-y, accouche, dis-moi ce que tu as à dire, vas-y, réponds-moi. Et c'était ça, le logos a commencé à ce moment-là, à l'époque de Socrate. On a vu où ça l'a mené. Et donc, évidemment, dans l'échange, dans l'évolution, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Les chiffres, eux, ne sont que faux. Tous faux. On évalue le quotient intellectuel avec un système de chiffres, de valeurs, d'arithmétique, de logique, etc. Jamais avec des valeurs de compréhension littéraire, de compréhension philosophique. Jamais. Le QI, c'est des chiffres et de la raison pure. Et donc, évidemment, on va dans une société du chiffre, de la statistique, du pourcentage, de l'évaluation, les scrutins. Les scrutins, c'est déjà aussi le fait des 51-49%, ça m'a toujours un petit peu choqué, ça. Hein. On fait gagner quelqu'un qui a 51%, mais la moitié de la population est contre. Donc, il y a quand même un problème au niveau démocratique. Donc, voilà. Sur l'éducation, vous dites quel est le mode de transmission des peurs, des dogmes. Nous réagissons en croyant agir. Mais alors, vous ne croyez pas au libre arbitre? Alors, je ne crois pas au libre. C'est pas une question de croire, c'est que je suis spinoziste. Donc, Baruch Spinoza a quand même été très clair là-dessus. Le déterminisme de Spinoza, c'est de dire le libre arbitre est une illusion. Nous n'agissons pas réellement, nous réagissons. Il y a une action qui nous fait réagir. Et c'est ça qui nous donne l'impulsion de le faire. Il y a notre volonté, on a notre volonté qui est en nous, c'est notre âme quelque part si on veut. Bien, cette volonté agit, mais elle ne fait que réagir à d'autres événements qui se sont passés. Ailleurs, ayant d'autres événements autour de nous, on aurait réagi probablement autrement. C'est ça le déterminisme. C'est pas une fatalité, c'est pas un fatalisme, pas du tout. Il y a moyen dans ce déterminisme d'en être conscient. Et la conscience, évidemment, c'est le premier pas vers la compréhension du monde, la conscience des choses. Et à partir de ce moment-là, on peut, en connaissance de cause de déterminisme, agir, modifier, réagir un peu autrement, et voilà, et avancer, au moins avoir cette conscience-là. Donc vous ne renoncez pas totalement à la notion de libre arbitre? Non, j'y renonce pas. J'y renonce pas dans le sens où, d'accord, à condition qu'il y ait une conscience préalable. S'il y a une conscience préalable de ce qui m'arrive, alors je comprends très bien que je peux réagir d'une certaine manière ou d'une autre. Mais je sais pourquoi, j'ai la connaissance de ce qui me fait réagir. Je suis libre de ne pas réagir à ma colère. Si j'avais une colère contre vous, je vais me dire je ne vais pas tuer Paul Quadens parce que je raisonne et je me dis c'est le mal. Voilà, mais il faut savoir que je vous aurai énervé et si vous avez cette conscience-là, c'est déjà ça qui va faire que vous allez savoir de quel côté vient le mal en fait, en gros. Sur l'Union européenne, vous êtes très clair, vous dites qu'elle travaille à l'organisation de règles globales pour uniformiser les peuples. Quel est l'objectif derrière ceci? Alors, l'uniformisation, c'est l'indistinction en fait des peuples.
Mettons-nous à la place d'un supermarché qui doit vendre un maximum de clients. Il aura tout intérêt, ce supermarché, à avoir des clients plus ou moins ressemblants, des familles avec plus ou moins les mêmes goûts, les mêmes habitudes, les mêmes modes de vie, quelque part, les mêmes budgets, éventuellement. Et à ce moment-là, il vendra un maximum. Ben voilà, l'Union européenne, c'est ça. C'est un microcosme, on va dire, du gouvernement mondial qui nous attend. C'est en préparation. On va dire que le gouvernement mondial, il est un peu sous-jacent, il est un peu en dessous de tout, là. Et puis, il y a ce qui émerge de ça, c'est l'Union européenne. On ne s'en rend pas encore vraiment compte, mais petit à petit, ça va venir, je crois. On va comprendre de quel bois il se chauffe. Et ce qu'ils veulent, c'est une dédifférenciation, que tout le monde se ressemble. Alors, évidemment, il y a un tas de valeurs qui vont à la trappe. L'Église, évidemment. Voilà, certaines croyances. L'Église n'aime pas tellement l'avortement, elle n'aime pas tellement la prostitution, l'Église n'aime pas tellement la pornographie, elle n'aime pas tellement l'euthanasie non plus. Ce sont toutes des valeurs qui dérangent, pour finir, une industrie qui doit fonctionner grâce à tout ça aussi. On doit pouvoir éteindre des gens plus vite pour qu'ils arrêtent de coûter cher, on doit pouvoir les faire naître plus souvent et de couples qui ne sont pas spécialement hétérosexuels, de manière à avoir plus de monde au travail. Il faut absolument, je l'explique aussi, créer des classes sociales inexistantes de toutes pièces, et puis inventer la contre-offensive. Donc l'antiracisme, par exemple, a été mis parce qu'on a installé une forme de racisme. On l'a vu avec l'histoire de Floyd aux États-Unis. George Floyd, voilà. Bon, par exemple, je ne dis pas que ça c'était vraiment le cas, mais enfin, c'est un exemple qui fait qu'on crée un système social, on expulse des gens, et puis après on vient nous dire qu'on va devoir les accepter, vivre avec eux, etc. Oui, vous dites... Les dirigeants peuvent nous dire « disputez-vous sur le voile, disputez-vous sur le racisme, mais sur l'économie, on gère ». En gros, on ne verra jamais les grands dirigeants d'entreprise sous les feux de la rampe. Je veux dire, ces gens-là vivent dans l'ombre, en gros. Celui qu'on voit le plus, c'est peut-être Elon Musk, et encore, et il ne parle pas beaucoup, cet homme-là. On n'est pas tellement au courant de ce qu'il prépare. Donc, évidemment qu'on ne voit pas les chefs d'industrie. Ils comptent, ils calculent, ils sont dans leur bureau et ils passent leur temps. Et voilà un petit peu le problème, c'est que les politiques et la presse, eux, par contre, sont à l'avant-plan, et c'est eux qui prennent tous les risques et qui inventent des solutions pour faire passer les messages de l'industrie. Sur les médias, on assiste actuellement à la découverte de ce rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public, justement, les médias subventionnés par l'État. Vous êtes pour leur suppression pure et simple? Oui, j'ai un peu suivi tous ces débats-là, c'est tout à fait intéressant. C'était comme une série, c'était assez amusant à voir. Les médias subventionnés, en France, je les vois, je les connais depuis longtemps, puisque étant belge, évidemment, francophone, on regarde beaucoup les médias français. Les médias belges, c'est exactement la même chose, ils sont aussi subventionnés. Subventionnés par l'État ou les multinationales? Par l'État. Chez nous, c'est une histoire de 500 millions, je crois, pour les RTBF, une histoire pareille. Chez vous, c'est 4 milliards, je crois, pour la télé publique. Donc, c'est pas la même échelle, mais enfin, c'est un plus petit pays aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, subventionner, oui, mais alors il faut une neutralité d'opinion. Il faut absolument pas tirer dans un sens. Ça, c'est scandaleux, ça va pas du tout. Et chez nous, ça marche pas du tout. On est gouverné, en gros, par une sorte de socio-libéral un peu bizarre, un peu écolo et tout. Et ça se reflète à fond dans les informations subventionnées, ça c'est clair. En France aussi, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'un média public, qu'un audiovisuel public puisse être neutre, sachant que le président, en haut, c'est lui qui peut décider de ce qui se passe dans la chaîne? C'est ça, c'est comme dire, par exemple, si on a un milliardaire qui rachète une chaîne de télévision, s'il a une couleur politique, on ne peut pas imaginer qu'il ne tire pas un petit peu vers sa couleur politique le flux des informations qu'il va déverser, évidemment. Donc évidemment qu'il y a cette corruption, est-ce que c'est de la corruption? Je ne sais pas, mais il y a cette influence qui est là. Elle ne peut pas l'être si chaque Français et chaque Belge doit payer tous les mois pour avoir cette télévision publique, puisqu'il y a des opinions très différentes. Donc non, et on ne peut pas non plus commencer à calculer les temps de parole des uns et des autres, ça ressemble à rien, évidemment. Donc non, tout doit être indépendant. Il faudrait supprimer ça directement, ouais. Vous expliquez que le lissage des esprits à la pensée unique se fait dans un intérêt marchand, on l'a évoqué, mais aussi dans un intérêt religieux. Quel est l'intérêt religieux? Quelle est la religion mondialiste? Ouais.
il y a quand même deux grands axes. Il y a toujours deux grands axes. Il y a l'axe financier d'un côté et puis il y a l'axe religieux de l'autre. Et en fait, si l'axe religieux... Lequel est au-dessus de l'autre, d'ailleurs? Alors, c'est plus vicieux que ça. Je dirais que l'axe religieux est l'influenceur et le justificateur de certaines mesures prises par justement l'industrie, la banque et la finance. Il y a toujours une bonne excuse idéologique à faire passer des lois, à faire des changements. Et c'est là-dedans qu'on se trouve, en fait. Quand l'Union européenne, je ne sais pas moi, établit le Mercosur, elle va nous dire que c'est pour une plus grande pluralité, pour une ouverture des marchés, pour un grand libéralisme et de bonnes choses, alors qu'en fait, il s'agit simplement de pouvoir exporter des voitures allemandes dans les pays d'Amérique du Sud. C'est ça le but premier. C'est donc l'industrie allemande qui ordonne à l'Union européenne d'importer librement tout ce qui vient d'Amérique du Sud. Donc tout ce qui est légumes, fruits, etc. Donc le Dieu, c'est l'argent. Le Dieu, c'est l'argent. Le Dieu, c'est l'argent. C'est Mammon. Mammon, c'est un démon, d'ailleurs, en passage. Le Dieu, c'est carrément l'essence. L'argent est devenu l'essence de l'homme. Et son idéal, c'est l'hubris. La démesure est l'idéal de l'homme. On le voit. Tous les riches deviennent cons. Excusez-moi de l'expression. Mais je ne vois que des riches idiots. Ce sont des gens qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune connaissance, qui s'intéressent à rien. D'autant plus arrogants qu'ils sont incultes. Arrogants, incultes, et je veux dire, l'argent fait vraiment beaucoup de mal. C'est pour ça que je dis soustraction. Être riche, c'est pas une bonne idée. C'est plutôt, on devient vraiment très très bête et violent. Donc, Et pour faire face à l'asservissement de cette société du marché, donc, vous proposez ce que vous appelez le non-projet de la soustraction, puisque vous dites, si je proposer quelque chose, ça serait une addition. Voilà. Donc c'est un non-projet. Donc en quoi ça consiste vraiment? Donc c'est pas du développement personnel, je suis pas du tout là-dedans, j'ai aucun conseil à donner, je ne peux conseiller qu'une seule chose, c'est de lire un maximum de philosophie. Tout a été écrit en philosophie, depuis Aristote jusqu'à Hegel, on peut dire que tout a été écrit. Je conseille de lire, de se documenter un maximum et de trouver des voies de liberté, d'ouverture d'esprit, etc. Et le non-projet, pourquoi? Parce que tout projet est récupéré par cette société organique, justement, qui va récupérer un syndicat, qui va récupérer une association et qui va gentiment un petit peu les laisser vivoter, même un peu les financer et puis les éteindre dès que possible. Donc il ne peut pas y avoir de projet, c'est trop tard, c'est foutu, on ne peut pas faire ça. C'est comme il ne peut pas y avoir une nouvelle religion, par exemple. Elle arriverait, elle serait directement détruite. Donc non, le non-projet, ça c'est la solution. Ça veut dire que ça doit être quand même une volonté personnelle, notre volonté individuelle. Individuelle, et de petits groupes d'amis et de petites communautés, si possible, de gens qui comprennent qu'il faut simplement réfléchir avant de faire tous ces achats, avant de faire toutes ces dépenses, avant de partir en vacances, de prendre des avions, de prendre des trains, de dépenser de l'argent en fait inutilement, alors qu'on peut trouver le bonheur chez soi sans trop bouger de chez soi. Vous dites la solitude est la seule valeur subversive de révolution radicale. Oui, c'est vraiment ça. À partir du moment où on assume... J'ai un ami, par exemple, ça n'a rien à voir, mais ça a quand même à voir. J'ai un ami qui essaie d'arrêter de fumer. Et il me dit, j'essaye, j'arrive pas. Et il est dans la consommation, il est matérialiste à fond, etc. Et il me dit, j'essaie d'arrêter de fumer. Oui, mais c'est parce que tu essaies d'arrêter de fumer comme quelque chose que tu aurais en plus. Dis-toi que c'est quelque chose que tu dois avoir en moins. Donc tu dois t'enlever quelque chose. Et tu n'arriveras à t'enlever cette addiction qu'en arrivant à contrôler tes émotions. Si tu arrives à contrôler tes émotions, donc l'ensemble de tes émotions, donc émotions le stress, on en parlait tout à l'heure. Le stress, la jalousie, le dégoût, l'envie. Si tu arrives à contrôler toutes ces émotions-là, tu verras, arrêter de fumer, ça va être un détail. Ça viendra tout seul. Donc d'abord, le contrôle des émotions, c'est le secret. À partir de ce moment-là, quand on contrôle ses émotions, on est un peu moins sensible à tout ce qui se raconte, évidemment. Et est-ce que c'est l'ermitage que vous nous proposez, Paul Quadens ? Non, pas du tout. Il ne faut pas tomber là-dedans. Je crois qu'on peut très bien vivre dans cette société et profiter de tout son confort et de tout ce qu'on a construit. Je ne suis pas du tout un minimaliste comme ça. Je dis, il y a moyen de vivre bien dans cette ville en l'amenant un peu plus vite vers sa destruction. Je crois que vraiment le capital est en train de s'effondrer comme Marx l'avait prévu. Ça arrivera tôt ou tard. Soyons préparés et on en souffrira nettement moins. Et pour terminer, vous dites...
que la clé du bonheur, entre guillemets, c'est la curiosité d'apprendre, de ne jamais s'arrêter, de chercher à savoir, in fine, c'est la liberté de pouvoir douter de ce qu'on nous raconte. Oui, la curiosité, c'est la clé, évidemment. On nous l'interdit de douter aujourd'hui. Oui, le doute est essentiel. J'ai déjà parlé de Descartes avec sa philosophie du doute, avec le cogito. Mais évidemment que le doute est extrêmement important. La curiosité, c'est la clé. Je veux dire, on ne peut pas lire un texte un peu compliqué, par exemple ce bouquin-là ou d'autres, sans avoir de la curiosité, sans avoir un moteur en nous qui nous dit « Bon, allez, on va y arriver. Il y a des choses qui m'intéressent. C'est un peu dur maintenant. Je vais passer, page suivante, chapitre suivant, etc. » Et donc, c'est notre curiosité qui s'anime, notre volonté de continuer, et la satisfaction vient, et le plaisir vient. Le plaisir arrive de toute façon. Et je dis souvent que le plaisir, le bonheur, n'est jamais que la bonne compréhension des choses. La compréhension mène au bonheur, parce qu'il n'y a pas de bonheur qui ne soit une compréhension. Donc ça, c'est pour moi la clé. La compréhension, elle vient d'où? Elle vient pas de nulle part. Elle vient de la première curiosité, d'avoir été chercher les choses, essayer de les comprendre, pour arriver à les comprendre et arriver au bonheur. Voilà. Et en vous lisant Paul Quadens, m'est revenue une parole du Christ. Je sais que vous ne vouliez pas spécialement parler de religion. Je ne sais pas si on parle de religion en parlant du Christ. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, n'est-ce pas la soustraction, elle aussi? Oui, renoncer à soi-même, évidemment, renoncer à s'abolir, abolir ce qu'on a été, ce qui nous a construit pendant notre enfance, évidemment. On doit être capable de se retourner, s'observer et s'abolir, se détruire pour se reconstruire. Philosophie de la soustraction, très bel ouvrage de Paul Quadens à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.